Et à ma fille Claire, qui ne recevra rien, parce que c'est exactement ce qu'elle mérite, déclara mon père, d'une voix posée et soignée. On dit que les enterrements révèlent la vérité des familles, mais la mienne n'a pas attendu l'éloge funèbre. Ma vérité est arrivée avant même que l'avocat n'ouvre son dossier. J'étais assise à l'extrémité de la grande salle du domaine Ashford. Trop loin de la cheminée pour en sentir la chaleur, mais assez près pour entendre chaque respiration dans le silence. Les verres en cristal tintaient. Les cousins, murmura quelqu'un. Une autre personne s'éclaircit la gorge. La tension crépitait plus fort que le feu derrière moi. Puis mon père se leva. Charles Ashford. Cheveux argentés parfaitement coiffés, costume bleu nuit taillé comme une armure. La salle se tut, suspendue. Tout le monde pensait qu'il prononcerait un petit discours avant que l'avocat ne commence. Un moment de respect, peut-être. De gratitude. De clôture. À la place, il leva son verre avec ce genre de sourire qui ne touche jamais les yeux. Un toast glacial. À mon fils, Logan, dit-il, voix ferme et lisse. Qui guidera le prochain chapitre de notre héritage. Et à ma fille Claire. Il tourna légèrement la tête vers moi sans croiser mon regard. Qui ne recevra rien. Parce que c'est exactement ce qu'elle mérite. Ce fut comme une gifle en plein visage. Tranchant. Définitif. Des exclamations de surprise fusèrent. Ma tante Evelyne laissa tomber sa coupe de champagne. Quelqu'un murmura, « Seigneur Dieu ». Même la gouvernante s'immobilisa. Mais moi, je n'ai pas scié. Je suis restée droite, une main posée sur l'autre. Mon cœur tambourinait dans mes oreilles, mais mon visage demeurait calme. Maîtrisé. Le sourire sur mes lèvres n'était pas une façade. C'était une armure. Parce que je savais déjà. Je l'avais su bien avant qu'il ne le rende officiel, que ce n'était pas juste un homme qui déshéritait sa fille. C'était une mise en scène. Un dernier coup de théâtre. Une exécution publique servie sur un ton velouté et un whisky vieilli en fût. Charles Ashford n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. L'humiliation était son article. Et aujourd'hui, j'étais sa toile. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'il ne pourrait jamais imaginer, c'est que cet instant, son instant, serait le dernier qu'il posséderait. Il croyait que j'étais venu le regarder triompher. Mais j'étais là pour le voir tomber. Grandir en tant que Claire Ashford signifiait apprendre très tôt une leçon. La grandeur devait se mériter, à moins d'être né homme. J'ai fait tout ce qu'il disait nécessaire pour être digne. Mention d'excellence. Présidente du conseil des élèves. Double diplôme à Stanford, commerce et ingénierie environnementale. À 23 ans, j'ai repris en main l'une des plus vieilles divisions logistiques de l'entreprise, en pleine débâcle. J'ai proposé une restructuration, réduit les coûts de 30% et rendu la division rentable en 6 mois. Le conseil d'administration a applaudi. Mon père m'a offert un dîner de remerciement. Pendant ce temps, Logan, mon frère, le fils préféré, a échoué à Yale. 2 fois. On lui a donné un bureau d'angle et une Mercedes neuve, pour l'aider à se remettre dans le bain. Moi, on m'a dit que j'étais trop intense. Que je prenais tout trop à cœur. Que la passion, c'était bien, mais que je devrais peut-être adoucir mon ton si je voulais qu'on me prenne au sérieux. Charles Ashford ne voyait pas une meneuse en sa fille. Il voyait un risque. Une fragilité. Une femme trop ambitieuse pour se taire et trop brillante pour rester à sa place. Au dîner de famille, il m'interrompait en plein milieu d'une phrase pour demander à Logan comment allait son golf. En réunion, il complimentait ma robe avant de balayer mes propositions. Et quand je lui ai présenté le projet de start-up que j'avais peaufiné pendant 1 an, une initiative de chaîne d'approvisionnement écologique, il ne l'a même pas lu. Il a à peine regardé la page de couverture et a dit « Tu es une fille charmante, Claire. Pourquoi ne pas te concentrer sur ce qui fait de toi une bonne épouse ?» Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon ambition. Pas ma loyauté. Juste mon besoin d'obtenir son approbation. Parce que j'ai compris une chose, je ne pourrais jamais hériter d'un empire qui n'avait jamais été pensé pour moi. Pas en tant que fille. Pas dans son monde. Alors j'ai cessé de vouloir appartenir, et j'ai commencé à me préparer à construire le mien. Tandis que Charles Ashford me voyait comme une menace en talons, mon grand-père, Edward Ashford, me voyait autrement. Pas comme une fille. Pas comme un risque. Pas comme quelqu'un à contrôler. Mais comme quelqu'un de capable. Il s'asseyait avec moi dans sa bibliothèque, entouré de livres empilés comme des forteresses,
et il écoutait, vraiment écoutait, mes idées, mes peurs, ma vision pour l'avenir de l'entreprise. Un jour, il m'a dit, le vrai problème avec ton père, ce n'est pas qu'il doute de toi. C'est qu'il sait exactement à quel point tu es puissante. Et ça le terrifie. À l'époque, j'ai cru qu'il était simplement gentil, peut-être un peu indulgent, mais maintenant je pense qu'il me mettait en garde. Quand sa santé a commencé à décliner, c'est moi qui venais le voir chaque matin. Pas Logan. Pas mon père. Moi. Je lui apportais ses médicaments. Je lui lisais le Wall Street Journal 2 fois s'il oubliait qu'on l'avait déjà lu. Je riais à ses blagues affreuses. Je peignais ses cheveux quand les infirmières oubliaient. Je répondais au téléphone quand ses avocats appelaient. Je restais tard quand il oubliait mon prénom, et je lui tenais la main malgré tout. Et un matin, dans un rare moment de lucidité, il m'a dit, « Je suis peut-être en train de mourir, mais je ne suis pas aveugle. Je vois ce que tu as fait. Je vois qui tu es. » C'est ce jour-là qu'il m'a demandé de rencontrer son avocat privé, pas ceux de la famille, pas ceux que Charles avait sous contrat. Quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qui pourrait l'aider à rétablir la vérité. Ce que je ne savais pas encore, c'était jusqu'où il était prêt à aller pour s'assurer que je ne sois pas effacé. Ils ont enterré mon grand-père dans un cercueil en acajou, bordé d'or, digne d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Et puis, devant tout le monde, mon père a enterré la vérité. La chapelle était pleine partenaires d'affaires, amis de la famille, membres du conseil d'administration, politiciens en costume taillé sur mesure qui devaient à mon grand-père bien plus qu'une poignée de main. Tout le monde était venu pour louer Edward Ashford. Tout le monde sauf moi. Je n'étais pas invité à parler. Mon nom ne figurait même pas dans le programme. Je me suis assise 5 rangs derrière, en noir, silencieuse, observant Charles prendre la parole comme un roi s'adressant à sa cour. Il s'est éclairci la gorge, a laissé le silence s'installer, puis a commencé. Mon père était un homme de vision, de discipline et de loyauté. Il croyait en l'ordre, en la structure, et par-dessus tout, en la famille. Mon fils Logan perpétuera cette vision. Pas une seule fois il n'a mentionné mon nom. Pas une seule fois ses lèvres ne m'ont nommé. Je n'étais pas une petite fille. Je n'étais pas une aidante. Je n'étais même pas une ombre, juste un fantôme à la lisière du royaume. C'est là que j'ai compris, il ne s'agissait pas seulement d'argent, ou d'héritage, ou de fierté. Charles ne cherchait pas seulement à me déshériter. Il cherchait à m'effacer de la mémoire, de l'histoire, de notre lignée. Mais je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas crié. Parce que je savais déjà ce qu'il ignorait. Je savais qu'il existait un autre testament. Une enveloppe scellée. Signée. Notariée. En attente. Alors je suis restée en silence, et je l'ai laissé creuser sa propre tombe à chaque mot. 2 semaines après les funérailles, le salon de l'héritage des Ashford était de nouveau plein. Mais cette fois, le deuil était terminé. Le spectacle commençait. L'avocat, maître Franklin Ellis, était assis en bout de table, 2 dossiers devant lui, l'un mince, l'autre épais, scellé à la cire. Personne ne prêtait attention au second. Sauf moi. Encore une fois, j'étais placée à l'extrémité de la table, à côté d'un radiateur qui fuyait, comme une pensée oubliée. Logan et mon père occupaient le centre, coudes posés sur le bois poli, sirotant du bourbon vieilli comme s'il possédait déjà l'héritage. Charles ajusta ses boutons de manchette et se leva, un sourire maîtrisé tirant le coin de sa bouche. Avant de commencer, dit-il avec aisance, levant son verre une fois de plus, j'aimerais porter un dernier toast. À mon fils, Logan, qui mènera Ashford Global dans sa prochaine ère avec honneur. Il marqua une pause, pour les faits. Les gens hochèrent la tête. Sourire. Puis sa voix baissa, théâtrale. Et à ma fille Claire, qui a préféré l'émotion à la loyauté. J'espère que tu trouveras la paix où que tu atterrisses. Un rire nerveux se répandit au fond de la salle, bref, mal à l'aise. Tante Evelyne détourna le regard. Maître Ellis cligna lentement des yeux, puis ouvrit le premier dossier. Distribution de routine des biens. Résidence secondaire. Œuvres d'art. Bijoux. Je ne bougeais pas. J'attendais. Parce que je savais ce qui allait arriver. Il s'éclaircit de nouveau la gorge et glissa la main vers la deuxième enveloppe épaisse, scellée, marquée d'un cachet doré. Conformément à la directive privée du défunt Edward Ashford, annonça-t-il prudemment. Les actions majoritaires d'Ashford Global, l'ensemble du domaine, et l'autorité de vote complète doivent être transférées immédiatement à Claire Ashford. Le silence explosa. Logan s'étrangla avec sa boisson. Un verre se brisa dans une main.
Les yeux de mon père restèrent fixes, sans cligner. Je souris. Parce qu'à cet instant, la pièce m'appartenait. Dès que mon nom fut prononcé, tout bascula, pas seulement dans la salle, mais dans l'équilibre du pouvoir. Mais la vérité? Ce moment n'était ni un coup de chance, ni une vengeance. C'était une stratégie. Mon père pensait avoir élevé une fille qu'il pouvait contrôler. Ce qu'il avait en réalité élevé, c'était une stratège. Et ça n'a pas commencé lors de la lecture du testament. Ça a commencé le jour où il a repoussé mon projet d'entreprise, 6 mois de recherche, d'innovation, de cœur, comme s'il s'agissait d'une serviette oubliée au déjeuner. Tu es une jolie fille, Claire, m'avait-il dit. Concentre-toi sur des choses qui feront de toi une meilleure épouse. Je suis sortie de son bureau en silence. Je suis rentrée chez moi. J'ai fermé la porte à clé. Et j'ai construit une salle de guerre. J'ai fondé Style Magnolia Venture, une société à responsabilité limitée, sous pseudonyme. J'ai rejoint des groupes de réflexion qui ne suivaient pas, conseillé des entreprises fintech, et commencé à investir dans des startups écologiques avec de vrais revenus et de vraies dents. J'ai appris à garder un ton doux, un sourire maîtrisé, et mon ambition soigneusement pliée sous des chemisiers de soie et des rouges à lèvres neutres. Chaque dîner du dimanche. Chaque réunion où l'on me demandait d'apporter le café pendant que Logan présentait des idées bâclées. J'écoutais. J'observais. Je calculais. Et quand la santé de grand-père a commencé à décliner, je ne me suis pas rapprochée pour hériter. Je me suis rapprochée parce qu'il comptait. Parce que la dignité compte. Parce que je voulais protéger ce qui restait de l'homme qui m'avait un jour dit. Le contrôle ne te rend pas puissante, Claire. Mais la clarté, si. Alors quand j'ai vu les raccourcis que Charles prenait, des documents médicaux expédiés, du personnel manipulé, une pression pour obtenir la procuration. J'ai agi. J'ai demandé à grand-père s'il faisait confiance aux avocats de la famille. Il a dit non. Je lui ai demandé s'il voulait un deuxième avis. Il a hoché la tête. J'ai contacté Maître Ellis. Nous avons rédigé une directive aux termes limpides, témoin tiers, évaluation mentale multiple blindée. Inattaquable. Alors, quand l'enveloppe s'est ouverte, ce n'était pas un rebondissement. C'était un déclencheur. Un plan exécuté avec précision. Parce que je n'ai pas seulement survécu à l'empire dont il a voulu m'exclure. Je l'ai étudié. Et ensuite, j'ai bâti le mien. Au début, mon père n'a rien dit. Il est juste resté là, abasourdi, verre suspendu en l'air, lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Logan a cligné des yeux comme si la pièce s'était renversée. Et puis le lion a rugi. Charles a frappé la table de sa main. Toute la pièce a sursauté. C'est une farce, a-t-il grondé. Tu as manipulé un vieil homme. Tu as profité de son déclin. Il s'est tourné vers Maître Ellis, la voix montant comme le tonnerre sous une façade polie. Cette directive est invalide. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Ellis n'a même pas scié. Il a poussé calmement un dossier sur la table. Monsieur Ashford a passé 3 évaluations indépendantes à cette période, a-t-il dit. Tout ont confirmé une pleine capacité cognitive. Ces changements n'étaient pas seulement légaux, ils étaient intentionnels. L'air s'est fait plus mince. La colère de mon père a commencé à se fissurer, non pas par force, mais par panique. Il s'est levé, s'est mis à faire les 100 pas, lançant des protestations incomplètes dans le vide. Tu ne comprends pas ce que tu as fait, Claire. Tu n'es pas prête pour ça. Tu vas détruire tout ce que ton grand-père a construit. Ce n'est pas un fantasme de girl boss, c'est du vrai business. Je l'ai laissé faire sa crise. Je l'ai laissé brûler. Puis je me suis levée, lentement, posément, et j'ai dit. Ça fait des années que je suis prête, papa. J'ai juste cessé d'attendre ta permission. La pièce s'est figée à nouveau. Pour la première fois de sa vie, Charles Ashford a compris ce qu'il avait réellement en face de lui. Pas une fille. Pas une déception. Mais une rivale. Et je l'ai vu dans ses yeux, il savait qu'il avait déjà perdu. Le lendemain matin, avant que la ville ne s'éveille, je me suis tenue devant les immenses portes vitrées d'Ashford Global. Pas de fanfare. Pas de caméra. Pas de communiqué de presse. Juste moi. Un manteau noir. Une mallette pleine de plans que personne n'était prêt à voir. Mes talons résonnaient dans le hall de marbre. Je suis entrée dans cet endroit que je connaissais depuis l'enfance, à l'époque où je venais avec mon grand-père, lui tenant la main dans des ascenseurs trop grands pour mes jambes. Aujourd'hui, c'est moi qui tenais les clés. Premier arrêt,
le bureau de mon grand-père, la suite d'angles avec vue sur la ville et du pouvoir dans chaque centimètre. Je suis entré, j'ai expiré, et j'ai changé les serrures non par symbole, mais par stratégie, parce que je savais que Charles ne partirait pas en silence. Il passerait des coups de fil, activerait ses réseaux, distillerait son venin dans les coins feutrés des conseils d'administration. Mais je ne lui laisserai aucune porte ouverte. Puis je me suis mise au travail. Un par un, j'ai organisé des réunions privées avec chaque chef de département, non pour dicter, mais pour écouter. J'ai posé des questions sur le moral, l'épuisement, la vision à long terme, la culture derrière les chiffres, toutes ces choses que mon père ne s'était jamais donné la peine de demander. Et j'ai laissé une trace écrite. Chaque réunion, chaque amélioration, chaque signature. Qu'ils disent que je suis inexpérimenté, pensais-je. Qu'ils essaient de me discréditer. J'aurai les preuves. Parce que l'enjeu n'était pas de tenir le pouvoir, mais de le transformer. Il avait dirigé cette entreprise par la peur, le silence et la loyauté achetée à coups d'avantages. Mais je n'étais pas là pour préserver son empire. J'étais là pour le reconstruire en mieux, en plus propre, en plus intelligent, en plus fort. Et pour ça, il n'y avait qu'une voie, entrer dans la tanière du lion et rappeler à la meute qui est la véritable chef. Il est entré comme s'il possédait encore l'endroit. Charles Ashford, blazer bleu marine, bouton doré, sourire poli, discours bien rodé. Logan à ses côtés, aussi suffisant que d'habitude, serrant un dossier comme s'il contenait l'avenir. Peut-être qu'il le faisait, mais pas celui qu'ils imaginaient. La salle du conseil était pleine, chaque siège occupé. Cadres, associés seniors, actionnaires historiques. Tous ont levé les yeux quand il est entré, et Charles leur a donné ce qu'ils attendaient. « Messieurs, dit-il sans même me regarder, parlons gestion de crise. » J'ai attendu. Laissez-le savourer son moment. L'illusion tenait encore, pour l'instant. Il a tapé dans le dos de Logan et a repris sa place en bout de table, comme si rien n'avait changé, comme si le sol sous ses pieds ne s'effritait pas déjà. Nous avons analysé les retombées, dit-il d'un ton sec. Très peu d'écho médiatique. Si nous agissons vite, nous pouvons réparer la confusion. Le mandat de Claire peut être présenté comme une phase de transition. J'ai toussé légèrement. Ceci n'est pas une réunion de crise, ai-je dit calmement. C'est une session de restructuration. Là, j'ai capté leur attention. J'ai distribué des dossiers scellés, un pour chaque membre du conseil. À l'intérieur, des preuves. Détournement de fonds sous la direction de Charles. Compte offshore. Investissements illicites dans des sociétés écrans à des adresses fictives. Puis vint le dossier de Logan, usage abusif de fonds de l'entreprise pour des voyages personnels, vol en première classe, une fête sur un yacht financé par la société. Et une pizza. Le silence était étouffant. Charles a ouvert son dossier, la mâchoire crispée. Logan a blêmi. C'est absurde, marmonna mon père. Tout ça ne tient pas debout. Tout a été vérifié, ai-je répondu. Audité par un cabinet de conformité indépendant. Aujourd'hui, le conseil va voter. Logan s'est levé trop vite. Tu as piraté mes emails. C'est illégal. Ça s'appelle de la supervision, ai-je répliqué. Bienvenue dans le monde réel. Le vote ne fut pas serré. Même pas disputé. Unanime. Logan, privé d'accès. Charles, exclu de toute activité liée à l'entreprise, avec effet immédiat. Leur badge désactivé avant la fin de la réunion. Je les ai raccompagnés moi-même à l'ascenseur, et alors que les portes se refermaient, Charles s'est tourné, la voix basse et amère. « Tu crois que c'est fini ?» Je me suis penché légèrement. Non. Je pense que ce n'est que le début. Il attendait dehors comme s'il appartenait encore au lieu. Pas de chauffeur. Pas de suite. Pas de bouton de manchette ni de démarche assurée. Juste Charles Ashford, les épaules voûtées dans un manteau froissé, regardant le siège d'une entreprise qui ne lui répondait plus. J'ai failli ne pas m'arrêter. Mais juste avant que la porte vitrée ne se referme derrière moi, je me suis retournée. Il semblait plus petit, comme vidé de son air. Comme si le bâtiment qu'il avait jadis régné l'avait réduit à l'échelle humaine. « Bonjour, papa », ai-je dit. Tu sais ce qu'on dit, l'orgueil précède la chute. Il n'a rien répondu. Il n'en avait pas besoin. Parce que ce n'était plus une histoire de vengeance. Cette partie était déjà terminée. C'était juste une affaire de gravité. Pendant des décennies, il a bâti son empire sur la peur. Sur le silence. Le contrôle. Des mensonges bien polis dans des costumes bien taillés.
Il s'était assuré que sa voix soit la seule à résonner dans les salles de réunion, au dîner de famille, et même dans ma propre tête. Mais désormais, sa voix n'avait plus aucun poids. Son nom n'ouvrait plus aucune porte. Son empire se dressait encore mais il ne se dressait plus pour lui. Et je n'avais pas besoin de jubiler. Je n'avais pas besoin de dire « je te l'avais dit ». Parce que le regard dans ses yeux disait tout. Il voyait enfin ce que j'étais devenue, pas une déception, pas une faiblesse au cœur trop tendre, mais la femme qui avait pris tout ce qu'il lui avait refusé et en avait fait quelque chose de plus fort. Quelque chose qui n'avait pas besoin de son approbation pour exister. Lorsque je me suis retournée pour franchir les portes, saluée désormais par la réceptionniste comme Madame Ashford, j'ai compris, il n'avait jamais vu la chute arriver. Parce qu'il n'avait jamais levé les yeux de son trône assez longtemps pour remarquer que quelqu'un grimpait, en silence, encore plus haut. Je n'ai pas fêté ça. Pas de champagne. Pas de photos de presse. Pas de discours de victoire au dernier étage. Parce que ce n'était pas une conquête. C'était une correction. Dans les jours qui ont suivi, j'ai travaillé plus dur que jamais. J'ai réécrit la structure des départements. J'ai lancé une politique de tolérance zéro face à la fraude, au népotisme et à l'intimidation. Je me suis assise avec des personnes à qui l'on n'avait jamais demandé leur avis, et j'ai écouté, vraiment écouté. J'ai remplacé les réseaux de rumeurs par des initiatives de transparence, mis en place des programmes de mentorat pour les femmes oubliées, prolongé le congé maternité, recruté du sang neuf, des talents divers, motivés, invisibles jusque-là. Parce que cet empire n'était pas seulement à moi de tenir. Il était à moi de guérir. Les médias ont appelé ça un coup de force, une fille détrône son père PDG dans un coup d'entreprise. Mais ils n'ont rien compris. Ce n'était pas une revanche. C'était une épuration, de la pourriture, de la peur, du mythe selon lequel le leadership devait forcément ressembler à Charles Ashford. Un soir, je suis rentrée tard, toujours en talons, toujours le téléphone à la main, et j'ai jeté un œil dans la chambre de mon fils. Il était déjà couché, la couverture à moitié rejetée comme toujours. Il a levé les yeux, à moitié endormi. « Maman » a-t-il murmuré, « pourquoi papy était fâché aujourd'hui ?» Je me suis arrêtée. J'ai souri. Parce que, ai-je dit doucement, en écartant une mèche de son front. Il avait oublié que les filles aussi peuvent être aux commandes. Il a hoché la tête, déjà en train de sombrer dans le sommeil. Une nouvelle vérité s'installait doucement dans son petit monde tranquille. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose. Charles pensait que l'héritage, c'était l'entreprise. Les votes du conseil. Les immeubles. Le nom sur la plaque en laiton. Mais il se trompait. Le véritable héritage, c'était moi. La fille qu'il avait essayé d'effacer. La stratège qu'il avait sous-estimée. La femme qui avait reconstruit l'empire à son propre nom. Et cette fois, il ne serait pas bâti sur l'obéissance ou la peur. Il serait bâti sur un but. Pour mon fils. Pour la femme que je suis devenue. Pour chaque fille à qui l'on a dit de rester à sa place. Les premières semaines après la reprise furent un tourbillon, réunions, signatures, gros titres. Des regards en coin de ceux qui me traversaient autrefois comme si j'étais faite de verre. Aujourd'hui, ils m'appelaient Madame Ashford. Aujourd'hui, ils retenaient leur souffle quand j'entrais dans la pièce. Mais certaines nuits, le silence revenait. La douleur. Cette petite voix en moi qui murmurait. Est-ce qu'il aurait agi ainsi si j'avais été un garçon? Y avait-il une version de cette histoire où il se serait tenu à mes côtés au lieu de se dresser sur mon chemin? Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas. Parce que la guérison n'arrive pas comme un contrat ou un vote. Elle arrive bancale, tardive, sans prévenir. Comme ce colis arrivé sur mon bureau un après-midi de pluie. Pas d'adresse d'expédition. Pas de timbre. Juste mon prénom, écrit d'une main tremblante que je connaissais bien. À l'intérieur, une photo. Vieille. Usée. Légèrement pliée au coin. C'était moi, j'avais peut-être 5 ans, juché sur les épaules de mon père lors d'un pique-nique d'entreprise. La tête renversée de rire. Ses mains me tenant comme si j'étais un trésor. Au dos, à l'encre fanée, 4 mots simples. Tu l'as toujours eu. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de signature. Pas d'explication. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'en avais pas besoin. J'ai glissé la photo dans le tiroir supérieur de mon bureau, à côté du sceau de l'entreprise, pas comme un souvenir de lui, mais comme un rappel de moi. De la petite fille qui croyait que l'amour de son père définissait sa valeur. Et de la femme qui n'avait plus besoin de cet amour pour se sentir puissante.
Parce qu'au final, le véritable héritage, ce n'était pas la salle du conseil. Ce n'était pas l'Empire. C'était le feu qu'il avait essayé d'éteindre. Et moi, j'ai appris à le porter.